Chers amis, bonjour et bienvenue aujourd'hui à Toulon sur le Courbet, une frégate Lafayette modernisée. Et on a la chance d'être avec le capitaine de frégate Montassier. Parce que cette frégate, elle a subi un choc, c'est ça? Un choc inhabituel, oui. On va faire un petit tour de la frégate, puis ensuite on vous explique exactement à quoi correspondait cet exercice. Avant de continuer, un petit mot de notre partenaire grâce auquel on peut faire ces vidéos. Et aujourd'hui, c'est MyHeritage, grâce auquel j'ai pu retrouver mes ancêtres jusqu'au XVIe siècle. MyHeritage, c'est la base de données de généalogie la plus complète du monde. J'ai retrouvé mes ancêtres, je connais leur date de naissance, leur date de baptême, leur mariage, la date de leur mort, le nom de leurs enfants. On peut même retrouver leur métier, leur durée de vie. Par exemple, mon ancêtre Eugène Caius, il a vécu 75 ans. Et quand on regarde sa profession, il a été d'abord ouvrier, puis garde champêtre. Personnellement, mes ancêtres maternels, ils sont restés depuis le XVIe siècle dans cette zone autour de Knock, en Belgique. Il y a 90 millions d'utilisateurs, ils ont 33 milliards de documents de toutes les époques. On peut même avoir accès à certains d'entre eux. Et puis, on peut retrouver des cousins éloignés. Parmi les 90 millions d'utilisateurs, il y en a forcément un que vous connaissez. Et puis, c'est l'occasion aussi d'aller retrouver des photos de famille, de membres éloignés que vous ne connaissiez même pas. Par exemple, ici, on voit Henri Albert de Mol, qui est mon grand-oncle, et qui était soldat pendant la Première Guerre mondiale sous l'uniforme belge. Et puis aussi un module super sympa, c'est que vous pouvez redonner vie à des vieilles images. Déjà, vous avez amélioré la qualité, et puis vous pouvez faire en sorte de les animer. Donc c'est vraiment un super cadeau que je me suis fait et que vous pouvez faire aussi à vos proches. Suivez le lien comme encore de cette vidéo. Il y a une offre spéciale en ce moment, 14 jours d'essai gratuit. Comme ça, vous pourrez aussi repartir sur les traces de vos ancêtres. Allez, on retourne à notre sujet. Donc là, on est sur la plateforme hélicoptère du Courbet, donc c'est vraiment les premiers navires avec des plateformes, les premiers frégates avec des plateformes aussi grandes. C'était très bien dimensionné, donc c'est très confortable. En opération, on est doté d'un hélicoptère Panthère, et donc cet hélicoptère rentre largement sur cette plateforme, et il peut se présenter à peu près dans toutes les directions pour apponter. Il y a une place pour un hangar à l'intérieur? C'est ça, à la mer, dès que les manœuvres aviation sont terminées, il reprend sa place dans le hangar à l'abri des embruns et bien saisiné pour préparer les mouvements de plateforme. Et donc il y a des équipements d'aide à l'appontage qu'on ne voit pas ici, qui ont déjà été démontés dans le cadre de l'arrêt technique qui est en train de débuter. Ce qu'on voit au sol, c'est pour crocher... Exactement, c'est ça qui permet de crocher l'hélicoptère sur le pont avec ce qu'on appelle des saisines, des chaînes avec des crochets. Particularité des hélicoptères marines, c'est cette grille d'appontage, un petit peu en nid d'abeille, et les hélicoptères sont dotés d'un harpon. Donc dès son appontage, il se pose sur cette grille, un harpon sort et déjà l'hélicoptère est sécurisé sur le pont. Et seulement après, on vient mettre les saisines suivant l'endroit où on l'a posé après sur le spot. Et grâce à ce rail, ça permet encore de gagner du niveau de mer, c'est-à-dire du mouvement de plateforme. On peut mettre l'hélicoptère en œuvre du hangar sur le pont, sur son spot de décollage, avec un système qu'on va voir qui navigue sur ce rail, qui permet d'atteindre des niveaux de mer élevés en termes de mouvement de plateforme. Alors, on arrive dans le hangar, effectivement, on voit le rail qui continue jusqu'ici. Il continue jusqu'ici, donc le hangar n'est pas dans son état normal. Évidemment, en temps normal, de la grande porte derrière vous qui s'ouvre et qui permet de laisser passer l'hélicoptère. Donc dès qu'on a le détachement aéro qui embarque, on a tout le matériel pour la maintenance de l'hélicoptère qui embarque dans le hangar et sur la mezzanine qui est juste au-dessus. Sur FLF, on retrouve un monte charge, ça aussi c'était assez nouveau, qui va des ponts inférieurs jusqu'au pont supérieur, qui permet en fait, sur l'aire de ravitaillement à la mer en extérieur, de venir descendre directement dans les frigos quand on est ravitaillé en vivre surgelé. Avant, c'était plutôt on dépallettisait et on fait tout à la main. Là, le monte charge, c'est quand même une grosse plus-value. Et il s'arrête à plusieurs niveaux qui permet aussi de faire de la manutention de grosses pièces. On va continuer sur ce pont où là on est dans le milieu du bâtiment, où on est au niveau des deux niches embarcation. Vous voyez, c'est deux trous dans la coque qui sont faits à bâbord et à tribord et qui nous permettent d'embarquer nos deux embarcations qui permettent de déployer nous notre équipe de visite pour aller contrôler des bâtiments. On fait beaucoup de missions dites de police, d'action de l'État en mer et ça nous permet de le faire. Et c'est aussi des niches embarcations qui nous permettent d'embarquer des embarcations commando à la place des nôtres, le cas échéant suivant la mission. Donc l'action de l'État en mer, c'est-à-dire quoi? C'est contre le trafic, le terrorisme? La lutte contre tous les trafics, la lutte contre les différentes pollutions, tout ce qui est un petit peu la mission dite garde-côte. À la mer, on ferme ces grandes niches par ce qu'on appelle des rideaux SER, donc qui diminuent notre signature électromagnétique et radar. Et donc c'est fermé et étendu et ça fait comme ça assure la continuité en fait de la coque. On les ouvre et on met l'embarcation à l'eau et on peut refermer après.
C'était les premières frégates dites furtives, C'était les premières au monde, hein, conçues dans les années 80. Le premier de série, le Lafayette, a été admis au service actif en 95 et qu'on retrouve d'ailleurs dans James Bond GoldenEye en 95. C'est l'entrée. Et voilà. Ça appartenait vraiment à l'amiral Courbet. Et donc pendant tout l'arrêt technique, le bateau est envahi de gaines d'air comme ça pour assurer la bonne ventilation des locaux dans lesquels il y a des soudures, etc. Ici on est plutôt sur le pont officier avec un office qui dessert les deux carrés officiers, le carré commandant à ma gauche et le carré officier subalterne à ma droite. On a combien de ponts Combien de ponts On va du pont 02 jusqu'au pont 04 à peu près en habitable, sans compter la mâture, etc. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez voir un exemple de carré. Allez, voilà, c'est le carré. Qui est carré officier subalterne. Voilà. Les amis, dans tous les navires, vous avez toujours l'enfeu, c'est obligatoire. Il y a combien de personnel à bord? Donc on a à peu près 140 marins, membres d'équipage en permanence. En mission, on est toujours un petit peu plus avec le détachement hélico ou d'autres renforts. La dernière mission était 180. Donc c'est ici qu'on mène les opérations à la mer. Donc le chef d'orchestre, l'officier de quart opération, il est ici. Tout au fond. Et on retrouve, et ça c'est spécifique aux FLF qui ont été rénovés, le module LUT ASM, anti-sous-marine, avec le sonar principalement qui est là, une console du système de combat qui ont été ajoutées et un lance-leurre anti-torpille également qui a été rajouté. Et ici dans le coin, et c'est là aussi où je vous disais que le bateau excelle dans la lutte anti-navire en particulier, parce qu'on est équipé de la dernière version du lanceur de missiles Exocet, Mermer 40 Block 3 C, et donc ce qui fait qu'on reste vraiment dans le coup. En plus d'être très furtif, on peut envoyer les meilleurs missiles anti-navires qu'on possède actuellement dans la marine. Et donc, français, monsieur. Et français. Sur la partie là, c'est notre contrôleur d'hélicoptère d'aéronef qui se met ici. D'accord. Ici, on n'a pas toute la partie guerre électronique. Guerre électronique, c'est-à-dire qu'on capte les radars capter les émissions radars des autres bâtiments ou des aéronefs ou même de la Terre quand on est à proximité des côtes, exactement, et des missiles, et perception de toutes les émissions radio sur une très large bande de fréquences de tout ce qui se dit autour de nous. Dans le coin là, ici, on a deux opérateurs qui sont vraiment chargés de la création de la situation tactique. Donc ils veillent notre radar, ils créent des pistes et ils la partagent le cas échéant avec les autres unités. En liaison de données tactiques. En liaison de données tactiques. Donc les FLF ont été nativement équipés de liaison 11 uniquement. Et dès cette année, on passe à la liaison 22. Liaison 22 directement? Exactement. Saut quantitatif. À l'image des bâtiments qui sont actuellement dans le groupe aéronaval, qui sont tous passés en L22. Le Courbet sera en L22 dès la fin de cet arrêt technique. Ici, c'est la partie armes. On retrouve le chef du module armes, l'officier autodéfense, l'OAD, qui commande son système d'armes 100 mm ici, qui se commande depuis ce poste. Et ici, on a les deux postes SADRAL installés à la RMV, à la rénovation à Mivy, à la place du Crotal. Voilà, donc là, il y en a un poste, un qui a été enlevé dans le cadre de l'arrêt technique, mais normalement on en a bien, les deux sont là, bâbord et tribord. Et ici on a deux postes optroniques, on a une boule optro à l'arrière et une optro à l'avant, l'avant pouvant servir de conduite de tir secondaire pour le 100 mm, ça c'est une nouveauté de la rénovation à Mivy. Et on a des opérateurs du service armes qui font du car ici également. Et ici, on a plus la partie planification, briefing, avec le bureau opération qui nous prépare la mission en amont et en conduite, les briefings quotidiens. Et au total, on aura jusqu'à combien de personnes qui opèrent ici? On est une quinzaine. Une quinzaine de personnes en même temps? Ouais, exactement. Là, c'est la passerelle de navigation. Ici, en permanence, on a 4 personnes à la mer. Oui. Donc un chef de quart qui donne les ordres pour diriger le navire et qui donc assure la continuité du commandement pour la navigation. Il a un adjoint de quart qui est chargé de la rédaction des journaux, de l'assister dans toutes les manœuvres qu'on fait et des points sur la carte électronique ou papier en secours et en exercice. On retrouve un radar de navigation classique et ici on retrouve notre servant de bar qui lui physiquement dirige le bateau, donc sous forme de joystick sur ce bateau, et ici le transmetteur d'ordre machine ou propulseur d'étrave qui se situe ici. Donc ici on a des navites, spécialité navite? Oui, navite pour la partie adjoint de quart, adjoint au chef de quart pour la partie de navigation. Et à la barre, c'est indifférent, c'est souvent ou des manœuvriers qui tournent à la barre, ou là en l'occurrence en ce moment c'est exclusivement des manœuvriers. Et ici aussi d'ailleurs. Voilà. C'est pas forcément, c'est pas un mécano qui tourne à la machine. Donc à bord, on a des SIC. Est-ce qu'on a un contrôleur aérien quand il y a l'hélico? C'est pas des contrôleurs aériens de spécialité. Généralement, c'est un détecteur, quelqu'un qui a une autre spécialité OPS et qui va passer un cours spécifique qui s'appelle CETAC, contrôleur tactique d'aéronef. C'est une fonction qui cumule. À bord, actuellement, j'en ai 2.
marine. Donc je résume, à bord on a du Mermer 40. Du Mermer 40, ça c'est pour mon action offensive vers les autres, anti-navire, et le 100 mm. Le 100 mm. Qui fait aussi bien de la lutte anti-aérienne et but flottant, enfin anti-navire. Ah oui, tout à fait, oui. Avec certains obus, on tire bien à l'anti-aérien. Ah ok, c'est des obus qui... C'est des obus spécifiques et on a une conduite de tir au-dessus de la passerelle. Et la conduite de tir et le 100 mm, ça reste un couple redoutablement efficace sur FLF. Voilà. Ils sont anciens certes, quand la disponibilité est bonne, c'est redoutablement efficace et précis. Et on a quelle portée opérationnelle au sol, par exemple? Ça dépend de ce qu'on tire, mais en efficace, on va au-delà de 10 km. Plus de 10 km. Ouais. Si on avait un drone naval demain qui arrive, qu'est-ce qu'on a pour se protéger? Alors pour un drone naval, le 100 mm, mais là c'est un peu loin et c'est un peu plus difficile, ça c'est mieux pour les drones aériens. Oui. En toute honnêteté, le 20 mm et la 12-7. Okay. Je pense que ça c'est le plus redoutable. Oui. Les Arthur nous diront que c'est le 20 mm. Et après, en autodéfense anti-air et anti-missile, ce sont mes deux lanceurs Sadral qui à l'arrière, donc équipés chacun de 6 missiles Mistral, plus encore une réserve en soute, qui permet de partir avec une bonne dotation de missiles Mistral. Sachant que globalement, en fonction des missions, on n'opère pas tout seul, on est accompagné par d'autres navires, donc il y a une flotte un peu plus large. Tout à fait. Ce bateau-là est souvent réputé pour être un peu le rogue et agir seul. Néanmoins, dans ma mission Méditerranée orientale, j'ai passé 15 jours intégré dans le groupe aéronaval. Et c'est là où est notre force, parce que c'est vraiment le changement de planning et l'actualité qui a fait que je me suis retrouvé intégré dans le groupe aéronaval. C'était pas du tout prévu. Et finalement, en 24 heures en comptant large, en une nuit et une petite journée, on s'est retrouvé intégré, connecté et exploité, utilisé par l'état-major à bord du porte-avions, et c'était assez remarquable. Excellent. C'était assez challengeant pour mes équipes qui n'avaient pas prévu ça, qui ont dû avaler beaucoup de docks dans la nuit, mais c'était super motivant. Les amis, c'est notre meilleure jumelle de la passerelle. Bon bah j'arrive pas C'est bon, je suis dedans. Compliqué. Voilà. Donc là, on est sur l'aileron, on peut d'ici voir pas mal de systèmes. Alors déjà, c'est là qu'on manœuvre quand on accoste le bateau. Donc moi, je suis physiquement positionné ici pour accoster le bateau. Et d'ici, on voit successivement le 20 mm, alors qui est bâché et son tube retiré, puisqu'on est à quai au port-base. Derrière, on a une partie de nos radeaux de survie. Encore derrière, on a nos lanceleurs IR ou électromagnétiques. C'est-à-dire que c'est eux qui vont attirer les missiles qui arrivent sur nous. Exactement. On combine notre furtivité et des leurres qui ont une surface équivalente ou radar ou infrarouge plus forte que nous pour compter là-dessus. Derrière, sous la bâche, sont nos leurres anti-torpilles installés récemment. Encore derrière, on voit juste les arceaux, mais c'est bien le poste de repos de nos missiles Mermer avec une dotation maximale de 8. Il suffit de compter les emplacements. Et encore à l'arrière, on arrive sur une surface noire sur le toit du hangar. C'est là le poste de mes deux lanceurs Sadral, donc équipés de missiles Mistral. Vous voyez qu'à tribord, il n'y en a plus. C'est un qui a été débarqué dans le cadre à la fois de la préparation de l'essai de choc, mais j'y reviendrai sur les mesures de précaution qu'on a prises, et à la fois dans le cadre de l'arrêt technique. Sur la mâture arrière, normalement, on a une antenne qui est notre radar principal de veille combiné air et surface, le V15. Donc là, on voit que la poutre n'y est plus. On l'aperçoit ici sur le guéprat. Alors, c'est laquelle? C'est sur la mâture arrière. C'est la plus grosse poutre horizontale. On retrouve une boule optronique juste au-dessus, qui est notre principal outil de vision nocturne. C'est là où on peut voir un peu des choses le long des côtes dans nos missions. Là, on voit plusieurs dizaines de kilomètres. De nuit comme de jour. Oui, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Ouais. Ça dépend des conditions, forcément. Bien sûr. Juste au-dessus, sur cette grande partie de la mâture, c'est notre système de communication principal. Donc, c'est le radome qui abrite l'antenne Syracuse. Dans cette dernière version, donc qui peut se connecter au satellite Syracuse 4 qui sont en service depuis récemment et qui va être encore modernisé dans son ultime version logicielle pendant cet arrêt technique. Okay. Qui permettra de gagner encore en débit. Et après, le reste du système, beaucoup de systèmes de communication et de guerre électronique au plus haut. Des intercepteurs radar et radio, exactement. Et là, on a le radar de navigation classique qui est juste ici, comme tous les bâtiments. Bon, on va quand même revenir sur l'actualité de ce bateau, en dehors de cette modernisation, amélioration, en dehors de ses missions au taquet, il y a aussi une actualité, c'est qu'il a subi une épreuve de choc, c'est-à-dire qu'on lui a fait sauter une mine à proximité. Première question, est-ce que c'est quelque chose qu'on fait régulièrement? Parce que je suis pas très vieux, mais j'ai jamais entendu parler de ça dans la marine. On fait ça rarement, quand même. Le dernier a monté à 30 ans sur une frégate de ce type. Et donc à l'époque, il était exigé qu'on fasse, dans le cadre du contrat, qu'on fasse avant même la réception du bâtiment, qu'on fasse des essais de choc pour savoir si c'était conforme à ce qu'on exigeait en résistance au choc. Donc le dernier, c'était le Lafayette en 1995, avant son admission au service actif. Donc une trentaine d'années. Exactement. Et là, dans le cadre
du durcissement des conflits, dont on parle depuis quelques années, et de la préparation opérationnelle à la haute intensité que met en œuvre la marine. On a décidé de le refaire en plusieurs étapes. Et donc la première étant de le faire sur un bateau en service, avec un choc représentatif mais modéré, puisque ce bateau a quand même vocation à reprendre ses missions après son arrêt technique. Oui. Et donc c'est le Courbet qui a été désigné, comme j'expliquais tout à l'heure, pour des raisons calendaires. Mon bateau était prévu de rentrer en arrêt technique avec un passage au bassin là maintenant, ça débute aujourd'hui, et donc on a calé cette choc juste avant, au cas où on ait un souci. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche à valider? On cherche à valider deux choses. Le premier, c'est la résistance du bâtiment en lui-même, mais plus que le bâtiment en lui-même, parce qu'on n'en doutait pas trop, parce qu'on l'avait déjà fait et on sait quand même construire des bateaux. Mais c'est aussi la résistance des équipements qu'on embarque, qui, pour la plupart du temps, quand même majoritairement, sont communs à tous les bateaux. Oui. Donc, c'est entraîné dès notre retour de mission, c'est beaucoup entraîné pour ça, pour venir voir dans les fonds le plus vite possible les éventuels dégâts, les avaries de combat, les avaries qu'on aurait pu avoir, mais également des petites casses matérielles qu'il pourrait y avoir dans les locaux, et là seuls les possesseurs des locaux peuvent s'en rendre compte, et donc on est allé voir. Quand on regarde la vidéo, on se rend compte que les personnels adoptent une position ou une posture. Est-ce que c'est quelque chose qui est commun à tous les navires en cas de choc prévu ou imprévu? On m'a souvent demandé comment j'avais préparé ça, mais la première phase de la préparation, finalement, c'était bien de faire comme d'habitude, de faire comme au combat. Donc on a pris les dispositions de combat qu'on prend en cas de menace mine. Alors on a adapté ces dispositions, puisque on n'était pas là pour éviter un champ de mine, mais pour aller à proximité de la mine dans le cadre des essais, donc on a un petit peu adapté nos rôles. Il y a une dimension écolo, on fait attention qu'il n'y ait pas une baleine dans le coin, comment ça se passe? Ah oui, complètement. La préfecture maritime a mobilisé beaucoup de moyens, alors pas seulement les moyens liés à l'expérimentation en elle-même, on a le groupement des plongeurs mineurs qui a mis l'engin et qui nous a aidé à le faire exploser, il y a évidemment le Courbet, mais il y a eu des mesures environnementales très importantes, la gendarmerie maritime a contribué, notamment ce qu'on appelle des mesures d'effarouchement, qui consistent à faire du bruit pour être sûr qu'il n'y ait pas de mammifères marins ou même de poissons dans la zone au moment de l'explosion. Et ça a duré beaucoup d'heures avant même l'explosion. Et je ne parle pas des mesures liées à la sécurité de la navigation, évidemment, qui sont prises par la préfecture maritime. Il y a beaucoup de personnes qui ont été mobilisées là-dedans. Tout a été fait dans les règles. La zone même, évidemment, a bien été choisie. C'est pas une zone protégée, c'est pas une zone Natura 2000, évidemment. Donc tout ça a été bien fait. Mais comme on sait le faire, parce que ça se rapproche des pétardements que font régulièrement le groupement des plongeurs des mineurs pour déminer des mines qui datent de la Seconde Guerre mondiale ou de la Première d'ailleurs. Oui. Je témoigne et je vous renvoie d'ailleurs vers cette autre vidéo dans laquelle j'ai eu la chance d'embarquer sur la Croix du Sud. Et là, en mer Baltique, on a vraiment fait sauter des mines. Je vous renvoie vers cette vidéo en commentaire. Les amis, vous avez vu, c'est un navire qui repart sur de bonnes bases. Maintenant, on a validé le test. Il n'y en a plus dans la marine, c'est bon? Il y en aura d'autres, pas forcément sur un bateau en service, mais il y en aura d'autres, on va renouer. En fait, ça s'inscrit complètement dans notre préparation à la haute intensité, qui a commencé en 2021 avec le gros exercice Polaris, qui était on fait tout comme pour de vrai, le plus possible, on va au bout du geste, c'était le principe. Maintenant, c'est devenu un label, on labellise notre exercice Polaris, et ça s'inscrit complètement dans ce cadre-là. Un exemple récent, c'est qu'on a retiré torpille sur une vieille coque qu'on n'avait pas fait depuis des années. Donc récemment, on a testé notre nouvelle torpille F21 avec la DGA sur une coque d'un aviso récemment désarmé, le 1er mètre-l'air, et donc la vidéo est disponible en ligne, c'est assez impressionnant, on voit que c'est redoutable, et donc ça donne pas envie de se prendre une torpille, et de la même manière que l'essai de choc avec le Courbet à mener a montré qu'il vaut mieux passer à côté de la mine que dessus, et tant mieux pour nous. Et l'exercice Polaris, quand vous dites qu'on est sur de l'égalité avec la réalité, qu'est-ce que ça change par rapport aux exercices traditionnels? Ça change que les bâtiments jouent avec leur vraie dotation d'armes qu'ils ont à bord. Quand ils n'ont plus de munitions, ils n'ont plus de munitions. Si un bâtiment s'est fait détruire, il est détruit, et même si c'est à la première heure de l'exercice, tant mieux pour lui. C'est comme ça, donc on joue pour de vrai et ça change un petit peu la donne. Bon, les amis, j'espère que ça vous a plu. Le Courbet, super frégate FLF, la marine, elle recrute et il y a une belle carrière, je vous assure. Et ça, c'est pour toi. Commandant, je me mets au garde à vous pour ça. C'est comme un gramme. Avec plaisir. On vous dit à très bientôt sur la chaîne. Vous allez voir, on va avoir d'autres navires bientôt. Et n'oubliez pas de suivre mon lien pour repartir sur les traces de vos ancêtres avec MyHeritage, remonter le temps, trouver des cousins que vous ne connaissiez pas, restaurer les vieilles images et profiter surtout de 14 jours d'essais gratuits pour être convaincu.